Vous avez l'impression que l'âge d'or d'Hollywood n'était que du glamour sans substance? Détrompez-vous. Ces 13 biopics et drames historiques au scalpel ont donné vie à de vraies histoires avec une beauté poignante et une précision documentaire bien avant que les épopées ne dominent le box-office. Prêt à voyager dans le temps et à découvrir les films les plus hallucinants et historiquement précis des années 1930 à 1950, plongeons dans les secrets les mieux gardés de l'histoire du cinéma et voyons pourquoi ils méritent encore d'être redécouverts aujourd'hui. L'histoire de Louis Pasteur, 1936. Le biopic soigneusement documenté des Warner Brothers relate la bataille révolutionnaire de Louis Pasteur contre l'ignorance et la maladie, retraçant son parcours d'humble chimiste provincial à sauveur mondialement reconnu de la santé publique. Paul Muni offre une performance d'une conviction tranchante, incarnant le dévouement obsessionnel de Pasteur alors qu'il confronte des collègues sceptiques, des politiciens indifférents et le dilemme moral de tester des vaccins sur des sujets vivants. Le réalisateur William Dieterle, tout juste sorti de La vie d'Émile Zola, s'est appuyé sur de vastes consultations avec l'Institut Pasteur à Paris, obtenant des photographies, des notes de laboratoire, et a même filmé certaines scènes de laboratoire dans une anamorphose reconstruite du XIXe siècle pour préserver l'authenticité de l'époque. Les scénaristes ont intégré de vraies lettres entre Pasteur et ses protégés, les tissant dans des scènes clés de tribunal et de conférences qui soulignent à la fois le drame et la science. Malgré un budget de l'ère de la dépression de 818 000 $, le film a rapporté plus de 1 200 000 $ dans les États-Unis, preuve que les spectateurs recherchent à la fois la substance et le spectacle. Les critiques ont salué la prestation poignante de Muni et ont loué le pari de Jack Warner sur un sujet intellectuel, remarquant que le film rend les microscopes aussi passionnants que des confrontations au sommet de la montagne. Lors de la cérémonie des Academy Awards de 1937, il a remporté l'Oscar du meilleur acteur, du meilleur scénario et de la meilleure direction artistique, consolidant ainsi son héritage comme modèle pour chaque biopic scientifique ultérieur, inspirant même une résurgence des drames médicaux dans le année 1940. Des générations plus tard, l'histoire de Louis Pasteur demeure un témoignage du pouvoir d'Hollywood à éclairer les héros méconnus de l'histoire avec à la fois élégance et humanité brute, drame. La vie d'Émile Zola, 1937. Le réalisateur William Dieterle et le producteur Hal B. Wallis ont réuni une équipe créative de premier plan pour donner vie avec éclat à la croisade de Zola. Le cinématographe Saul Polito a baigné les rues parisiennes et les salles d'audience ombragées de contrastes noirs et blancs saisissants, mettant en évidence la clarté morale au cœur de Zola. Combat. Le superviseur des costumes Ori Kelly a méticuleusement reproduit les styles de la Belle Époque. Des tournures spectaculaires des dames de la haute société aux uniformes austères des officiers militaires, tandis que les décorateurs de plateau importaient des lampes à gaz antiques et des tables de café d'Europe pour donner aux rues de Lot une allure parisienne inimitable. Patine. En coulisses, les scénaristes Abraham Finkel et Tom Reed ont consulté la correspondance personnelle de Zola conservée à la Bibliothèque nationale de France, intégrant des lettres moins connues qui soulignaient son sens de la justice en évolution. Les descendants d'Alfred Dreyfus ont révisé chaque dialogue de salle d'audience. Leurs contributions ont assuré que même les échanges juridiques mineurs, les témoignages des témoins, les réprimandes judiciaires, les objections procédurales reflètent le procès-verbal original du procès de 1898. Le compositeur Erich Korngold a infusé la partition avec des cordes sombres et des cuivres enflés, capturant à la fois l'élégance des salons parisiens et la tension croissante d'une nation au bord de bouleversement. À sa sortie, La vie d'Émile Zola est devenu le film de prestige de 1937 de Warner Brothers, recevant des éloges tant à Hollywood qu'en France. Les critiques français ont salué sa fidélité sans fard et l'ont projeté à la Sorbonne pour susciter un intérêt renouvelé pour Zola. Œuvre. Aux Oscars, il a remporté le prix du meilleur film et du meilleur scénario, tandis que Paul Muni a obtenu sa deuxième nomination consécutive pour le meilleur acteur. Dans les décennies suivantes, le film a inspiré d'innombrables drames politiques. Des thrillers de la peur rouge des années 1950 aux épopées modernes de salles d'audience. Sa combinaison d'authenticité archivée et de style hollywoodien retentissant servant de modèle auquel les cinéastes reviennent sans cesse. Un jeune monsieur Lincoln, 1939. Young Mr. Lincoln de John Ford, 1939, marque un moment crucial dans le cinéma biographique américain, offrant un portrait lyrique et intime des débuts d'Abraham Lincoln. Henry Fonda, dans son premier grand rôle dramatique, livre une performance d'une intensité calme qui capture l'intellect et la compassion de Lincoln avec remarquable bravas. Burgess Serene Cree.
Authenticité. Son interprétation va au-delà de la simple ressemblance physique, en plongeant profondément dans le monde intérieur de Lincoln et en mettant en valeur l'esprit du futur président, humilité et sens inébranlable de la justice. Le Lincoln de Fonda est à la fois noble et accessible, incarnant le charme maladroit du personnage dans les contextes sociaux et son calme inébranlable au tribunal, où il utilise un raisonnement aigu et une sagesse populaire pour défendre le accusé. Tourné sur place dans les banlieues de Springfield, dans l'Illinois et sur le terrain de Warner Brothers. Recréer méticuleusement les panoramas de prairies, Ford capture la frontière brute et indomptée qui a profondément façonné Lincoln. Personnage. L'attention du réalisateur aux détails est évidente dans chaque plan, des intérieurs de palais de justice authentiques, avec des tableaux noirs et des registres d'époque, à la texture des bottes éclaboussées de boue et au grincement des roues de charrette. Ces éléments, soulignés par la musique évocatrice de Bernard Herrmann, créent une expérience immersive qui transporte les spectateurs dans l'Amérique du 19e siècle. Le scénario, écrit par Lamar Trotti, entrelace habilement folklore et faits historiques. Les anecdotes tirées des lettres de Mary Todd Lincoln infusent le dialogue d'authenticité, particulièrement dans les scènes mettant en valeur l'esprit d'escalier de Lincoln et son esprit stratégique. Des chansons de la frontière flottent à travers les scènes de taverne, ancrant le drame dans les traditions orales de l'époque et ajoutant une couche de culture. Richesse. La réalisation de Ford équilibre les qualités mythiques de l'Amérique avec une précision historique, détail. Le poids du haut de forme de Lincoln, l'authenticité des documents juridiques et la tension palpable des échanges dans la salle d'audience contribuent tous à une narration qui semble à la fois grandiose et intimement humaine. Malgré son budget modeste de 900 000 $, Young Mr. Lincoln a connu un succès commercial notable lors de sa réédition et a reçu un accueil critique enthousiaste. Loué comme étant d'une beauté poignante et salué comme une pierre angulaire pour les représentations cinématographiques des icônes américaines, le film a influencé des générations de réalisateurs, dont Steven Spielberg et Martin Scorsese. Son mélange innovant d'authenticité narrative et de vision artistique a solidifié sa place dans l'histoire du cinéma. L'héritage du film perdure non seulement comme un portrait des années formatrices de Lincoln, mais aussi comme un témoignage du génie de réalisation de Ford et de la transformation de Fonda. Performance. Offrant au public un aperçu intemporel des valeurs et de l'esprit qui ont défini une légende américaine. Sergent York, 1941. Gary Cooper livre une performance marquante dans le rôle d'Alvin C. York, le modeste fermier du Tennessee, dont les convictions morales ont failli l'empêcher de répondre à l'appel du devoir pendant la Première Guerre mondiale. Sous la direction précise de Howard Hawks, le film s'ouvre sur la maison de montagne rustique de York, avec de vraies granges du Tennessee et des ouvriers locaux en tant que figurants, avant de plonger dans les tranchées de l'Europe du Nord, recréées sur les studios Warner Brothers. Arrière-cour avec du fil de fer, barbelés français réutilisés et des munitions authentiques. Caisse. Cooper a passé des semaines à Fort Benning à maîtriser le fusil Springfield à verrou que York préférait, pratiquant même le tir de précision légendaire de York sous la supervision de sergents instructeurs de l'armée. Le scénario, tiré des propres lettres et des entrées de journal de York, met en lumière son tourment intérieur, un pacifiste convaincu qui a finalement accepté de servir pour protéger ses camarades. Avec un coût de production d'1 700 000 $, une somme conséquente pour 1941, le film est devenu celui de Warner Brothers, plus gros succès de l'année, rapportant plus de 15 millions de dollars dans le monde, et transformant York en une icône nationale, alors que l'Amérique vacillait au bord d'une autre mondiale. Conflit. Les critiques ont salué le mélange tranchant de Hawks entre questionnement spirituel et spectacle de champ de bataille, et Cooper a remporté l'Oscar du meilleur acteur, cimentant le sergent York en tant que succès retentissant au box-office et modèle pour les drames de guerre axés sur les personnages qui allient fidélité historique et les plus grandes fioritures hollywoodiennes. Yankee Doodle Dandy, 1942. Dans cette biographie musicale électrisante, James Cagney abandonne son image de dur à cuire pour incarner la légende de Broadway, George M. Cohan, l'homme qui possédait Broadway. Michael Curtiz rassemble des scènes de vaudeville somptueuses, des décors peints à la main, des équipements sur mesure pour la célèbre routine à drapeau de Cohan, et un chœur de 300 danseurs méticuleusement recréés sur les plateaux de Warner Brothers. Scène 24. Cagney, déterminé à honorer l'athlétisme de Cohan, a enregistré plus de 200 heures de répétition de claquettes et de grands écarts, insistant pour exécuter lui-même chaque routine. L'icône du costume Edith Head a conçu plus de 80 tenues d'époque, allant des smokings scintillants aux costumes de marins ornés de rubans,
investissant 250 000 $ dans la guerre. Seule l'armoire. En s'appuyant sur l'autobiographie de Cohan et les partitions originales, le scénario entrelace des luttes personnelles, des tensions familiales, des batailles juridiques sur les droits des chansons et des hymnes patriotiques comme You're a Grand Old Flag, filmés en prise dynamique, qui évoquent l'énergie d'une scène en direct. Le budget de Yankee Doodle Dandy était de 1,5 million de dollars et il a rapporté 3 800 000 $ sur le marché intérieur. Sa sortie en temps de guerre a touché une corde sensible, le public ayant soif de héroïsme local. Les critiques ont salué sa synthèse douloureusement belle de spectacle et de sincérité, récompensant Cagney par l'Oscar du meilleur acteur. Des décennies plus tard, le film reste un modèle de biographie musicale, prouvant que l'exactitude historique et le glamour peuvent aller de pair. Madame Miniver, 1942. Mrs. Miniver, 1942, reste comme l'ode la plus empathique d'Hollywood à la résilience britannique pendant le Blitz. William Wyler dirige avec une touche sensible, chroniquant les épreuves de Kay Miniver, Greer Garson, une ménagère anglaise de la classe moyenne dont la gentillesse et l'intelligence rayonnent face à la guerre. Le film commence par des préoccupations triviales, un chapeau à la mode, une nouvelle variété de roses, et devient progressivement plus sérieux à mesure que la guerre s'étend. Les Miniver, une famille aisée de la région de Londres, doivent faire face au rationnement, aux bombardements et aux pertes personnelles. Le scénario, approuvé par le ministère britannique de l'Information, intègre de véritables anecdotes de la WAF et des séquences de survol d'avions de chasse de la RAF tournées sur des bases aériennes réelles. L'équipe de production de MGM a construit un arrière-lot entier représentant un village britannique, complet avec des façades brûlées, des abris Anderson et de véritables débris importés de l'East End de Londres dévastés pour recréer la période de guerre. Authenticité. La photographie en noir et blanc du film est conventionnelle mais efficace, et les effets spéciaux sont étonnamment bons pour le début. Année 1940. Son rythme d'incidents banals et de moments de caractère bien observés passe sans heurts à des occasions de grand péril. La propagande du film est magistrale mais subtile, à tel point que même le ministre de la propagande nazie Joseph Goebbels a reconnu son pouvoir. Le président Roosevelt a vanté son pouvoir de remonter le moral et Churchill l'a projeté pour le cabinet de guerre Réunion. Les critiques ont loué sa fusion époustouflante de drame familial intime et de grands spectacles patriotiques. Et il a remporté 6 Oscars, dont celui du meilleur film et réalisateur. Même aujourd'hui, Madame Miniver reste un document cinématographique essentiel sur l'héroïsme à l'arrière, un rappel poignant du courage discret de personnes ordinaires en des temps extraordinaires. Le chant de Bernadette, 1943, l'adaptation respectueuse par Fox de Sainte-Bernadette, les visions de Soubirous en 1858 à Lourdes, mêlent foi et fait avec une élégance envoûtante. Jennifer Jones, dans son premier rôle au cinéma, offre une interprétation poignante de la timide mais déterminée Bernadette, un rôle tiré des mémoires de la jeune visionnaire et des rapports médicaux contemporains sur elle. Vision. Le réalisateur Henry King et le département artistique ont construit un décor de grotte grandeur nature sur le plateau numéro 2, complète avec une source jaillissante en continu, dont la composition minérale a été analysée par des chimistes pour correspondre à l'eau réelle de Lourdes. Les créateurs de costumes ont utilisé des tissus paysans du 19e siècle importés de France, tandis que les coachs en dialecte local ont veillé à ce que l'accent de Jones soit authentique à la région des Hautes-Pyrénées. La cinématographie douloureusement belle du film, obtenue grâce à des objectifs à mise au point douce, évoque un sentiment de miraculeux. La narration suit les visions de Bernadette de la Vierge Marie et le scepticisme qu'elle rencontre de la part du clergé local. Autorité. L'exploration de la foi et du doute dans le film est à la fois profonde et accessible, en faisant une pierre angulaire du cinéma religieux. Avec un budget conséquent de 2 millions de dollars, le film a rapporté 4 500 000 $ dans le monde entier. Un exploit remarquable pour un drame dévotionnel en temps de guerre. Les critiques ont loué la performance récompensée par un Oscar de Jones pour sa sincérité et sa retenue, et le film a inspiré des pèlerinages et influencé des hagiographies ultérieures avec son mélange sans compromis d'authenticité et de grâce cinématographique. Wilson, 1944. La chronique épique de MGM sur le président Woodrow Wilson est le biopic le plus ambitieux du studio de l'âge d'or. Les interprétations d'Alexander Knox, guidées par d'anciens assistants de Wilson sur le plateau, ont capturé le zézaillement distinctif du président, son comportement savant et visionnaire. Oratoire. Le directeur artistique Cedric Gibbons a orchestré une reproduction brique par brique de la rotonde du Capitole des États-Unis sur la scène 18, employant des artisans qui ont étudié le tournant du siècle. Plan.
Les scénaristes ont exploré la correspondance personnelle de Wilson à Princeton pour dramatiser des événements marquants, depuis la fondation de la Réserve fédérale jusqu'à la conférence de la paix de Paris, en tissant des discours mot pour mot, et de souligner les enjeux politiques. Bien que le budget de 4,5 millions ait explosé, le public s'est montré ambivalent. Il a rapporté seulement 2 600 000 $ aux États-Unis. Cependant, le film a obtenu 10 nominations aux Academy Awards, remportant celui de la meilleure direction artistique et partiture. Les historiens modernes applaudissent Wilson pour son attention minutieuse aux débats politiques et son courage à représenter le rejet par le Sénat de la Société des Nations. Avec son mélange de faste et de détails politiques, Wilson demeure une étude sans égale du pouvoir, des principes et du coût humain de l'idéalisme. Les plus belles années de notre vie, 1946. Le drame marquant de William Wyler confronte les conséquences brutales de la Seconde Guerre mondiale en suivant 3 vétérans alors qu'ils réintègrent les routines quotidiennes de Boone City. L'emploi de véritables anciens combattants, y compris le double amputé Harold Russell, confère au film une authenticité documentaire. La représentation sans fard de Russell lui a valu à la fois un Oscar compétitif et un Oscar honorifique. Tourné sur place dans l'Amérique des petites villes, la production a utilisé des hôpitaux de l'Association des anciens combattants et des sols d'usines réels, capturant de véritables files d'attente pour les cartes de rationnement et les Victory Gardens, les plantations. Le scénario, tiré du roman lauréat du prix Pulitzer de McKinley Kanter, tisse les luttes personnelles, les membres perdus, les rêves hantés, les tensions matrimoniales dans une tapisserie plus large de la nation. Réajustement. Avec un budget de 2,6 millions de $, il a touché une corde sensible chez le public, rapportant 14,5 millions de $ au niveau national et remportant 7 Oscars, y compris celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Les critiques ont salué son mélange époustouflant de réalisme social et d'art cinématographique, notant la capacité de Wyler à équilibrer le chagrin individuel avec une vaste culture. Commentaire. Des décennies plus tard, les plus belles années de notre vie restent la représentation définitive des défis de l'Amérique d'après-guerre et un modèle pour chaque film sur le retour des vétérans du combat. Miracle sur la 34e rue, 1947. Miracle sur la 34e rue, 1947, est plus qu'un simple classique des fêtes. C'est un film classique de RKO qui marie habilement le drame judiciaire avec la magie de Noël. La représentation douce et paternelle d'Edmund Gwenn en Kris Kringle est au cœur du film. Gwenn, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second role pour son rôle, livre une performance d'une intensité tranquille et d'une chaleur sincère. Chacun de ses gestes était inspiré par des interviews avec des vétérans de la parade de Noël de Macy, donnant une authenticité à son interprétation du Père Noël. L'équipe de conception de la production du film, dirigée par Carol Clark, a méticuleusement recréé le défilé de Thanksgiving sur des plateaux de tournage, assemblant des ballons à hélium, des chars d'époque et des centaines de personnes en costume. Les marcheurs. Les directeurs artistiques ont consulté les archives de Macy pour créer des répliques parfaitement fidèles des éléments du défilé. La scène du procès culminant est un chef-d'œuvre d'authenticité juridique et festive. Magie. Basé sur des transcriptions réelles de la Cour suprême de New York, il transforme les règlements postaux en un débat profond sur la croyance et les preuves. Le réalisateur du film, George Seaton, équilibre habilement la rigueur du tribunal avec l'esprit fantasque de Noël. Avec un budget modeste de 600 000 $, le film a rapporté 2 700 000 $, sauvant ainsi RKO du péril financier. Les critiques ont loué son mélange douloureusement beau d'authenticité juridique et de fête magique. L'Oscar de Gwenn pour le meilleur acteur dans un second rôle était un témoignage de son insistance sur les salaires syndicaux pour chaque Père Noël, reflétant l'engagement du film envers l'équité et la justice. La narration du film suit Kris Kringle, un homme qui croit être le véritable Père Noël. Embauché pour remplacer un Père Noël ivre dans le défilé de Thanksgiving de Macy's, la passion et la bienveillance authentique de Kris font de lui un candidat idéal pour le rôle. Sa technique peu conventionnelle mais efficace, consistant à diriger les clients vers d'autres magasins qui vendent exactement les jouets que les enfants désirent, augmente de manière inattendue les ventes de Macy's. Cependant, ses actions suscitent le scepticisme de Doris Walker, une mère divorcée qui a élevé sa fille Susan pour qu'elle soit pragmatique et ne croit pas au Père Noël. Alors que Kris se lie avec Susan, il commence à restaurer sa foi en le Père Noël et la magie de Noël. L'exploration du film sur la croyance et le doute est à la fois profonde et accessible. Il critique doucement la commercialisation de la fête, montrant comment les intérêts commerciaux peuvent éclipser la véritable signification de Noël. En revanche, Kris Kringle incarne la joie altruiste de donner, la gentillesse et l'importance de préserver l'enfance, innocence. La relation entre Kris et la jeune Susan est l'un des moments forts émouvants du film.
Doris, d'abord cynique à propos du Père Noël, apprend l'importance de l'espoir, tandis que Suzanne commence à comprendre la valeur de la foi et de l'amour par rapport aux possessions matérielles. La cinématographie en noir et blanc du film renforce son nostalgique charme. L'éclairage doux, surtout dans les scènes autour du magasin Macy's et pendant le procès au tribunal, donne au film une ambiance chaleureuse et accueillante. Les visuels sont intemporels, contribuant à créer un monde où la magie de Noël semble à la fois réelle et accessible. Miracle sur la 34e rue est devenu une pierre angulaire du cinéma de Noël, se classant parmi les films de fête les plus aimés de tous les temps. Sa capacité à inspirer et à évoquer des sentiments d'espoir, de joie et de nostalgie en fait un film qui ne perd jamais son charme. 75 ans plus tard, Miracle sur la 34e rue reste un incontournable annuel. Son équilibre subtil entre faits et folklore inspirant des remakes et d'innombrables drames de vacances cherchant à recréer son mélange de cœur et de logique. 12 O'Clock High, 1949. Le drame de guerre viscéral de 20th Century Fox, 12 O'Clock High, plonge les spectateurs dans les cieux périlleux de la 8e Air Force, relatant le combat du général de brigade Frank Savage pour restaurer le moral de son groupe de bombardiers. Filmé en partie sur des bases de la RAF en Angleterre, la production a obtenu 35 véritables B-17 Flying Fortress avec des caméras montées dans le cockpit filmant de véritables missions de bombardement et des explosions de flak. L'engagement de Peck était profond. Il s'est formé comme bombardier, volant dans des missions de style combat pour le matériel de référence et travaillant aux côtés de vrais membres d'équipage pour capturer la camaraderie tendue des aviateurs. Le scénario, adapté des notes de guerre de William Wyler, explore le conflit intérieur de Savage. Son leadership conduit au succès, mais fracture son propre esprit. Bien que son budget de 2 millions de dollars ait été substantiel, le film a rapporté 6 500 000 dollars dans le monde et a remporté des Oscars pour l'acteur de soutien, Dean, Jagger et la cinématographie. Les critiques ont loué son réalisme époustouflant et sa profondeur psychologique, établissant 12 heures hautes comme la référence en matière de drame aérien et influençant des générations de cinéastes dans leur quête de représenter le combat avec une honnêteté sans faille. Le film commence en 1949, où l'avocat américain et ancien officier des forces aériennes de l'armée des États-Unis, Harvey Stovall, Dean Jagger, est en vacances en Grande-Bretagne. Il aperçoit une cruche Toby familière dans une boutique d'antiquités anglaise et apprend qu'elle vient d'Archbury, un aérodrome où Stovall a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. 2. Stovall achète la cruche et se rend à vélo sur un aérodrome abandonné, l'ancien poste de l'USAF Archbury, où il a servi avec le 918e groupe de bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire revient alors en arrière à l'USAF Archbury, vers l'année 1942. Colonel Keith Davenport, Gary Merrill, en tant que commandant du 918e groupe de bombardement lourd, une unité de Boeing B-17 Flying Fortress, basée à l'USAF Archbury fictive. Ayant récemment débarqué et étant lancé dans l'action, le 918e a subi de lourdes pertes, gagnant la réputation d'un groupe malchanceux, souffrant de mauvaise morale. Après une mission particulièrement désastreuse, le commandant du groupe, le colonel Keith Davenport, semble épuisé et démoralisé. Son attitude défaitiste se propage à d'autres hauts dirigeants du groupe, y compris son officier d'aviation, le lieutenant-colonel Ben Gately. Davenport est troublé par ses pertes et confronte son ami, le brigadier général Frank Savage, Gregory Peck, l'A3, chef adjoint des opérations du 8e bombardier. Commandement. Savage croit que Davenport est devenu émotionnellement trop proche de ses hommes et qu'il n'est peut-être plus apte à commander. La mise en scène du film par Henry King est magistrale, équilibrant les séquences de combats intenses avec le drame psychologique se déroulant au sein du groupe. La cinématographie de Léon Shamroy capture les batailles aériennes déchirantes et les dures réalités de guerre. Le scénario, écrit par C. Bartlett et Barney Lee, Jr., plonge dans les complexités du leadership et le fardeau qu'il impose à ceux qui doivent prendre des décisions difficiles face à l'adversité. L'exploration intérieure du conflit du général de brigade Frank Savage dans le film est particulièrement poignante, alors qu'il lutte pour maintenir la discipline et le moral de ses hommes tout en affrontant ses propres doutes et peurs. Son parcours d'un extérieur à un leader respecté est dépeint avec nuance et profondeur. Le renard du désert, l'histoire de Rommel, 1951. Le biopic audacieux de Fox de 1951 s'est aventuré en territoire inconnu en dépeignant le maréchal Erwin Rommel, non pas comme un ennemi sans visage, mais comme un stratège déchiré entre devoir et conscience.
James Mason s'est immergé dans la vie de Rommel, étudiant les dépêches de guerre, les extraits de journaux intimes et les transcriptions de ses interviews d'après-guerre pour capturer la parole mesurée du commandant, son accent allemand distinct et son penchant pour l'improvisation sur le champ de bataille. Le réalisateur Henry Hathaway a recréé l'Afrique du Nord. Campagne dans le désert de Mojave, en Californie, en expédiant des chars Panzer, 4 Allemands capturés, des uniformes authentiques de l'Africa Corps, et même des sacs de sable récupérés sur les champs de bataille européens pour donner aux dunes arides un réalisme sans phare. Le scénario, conçu par Robert Pyrosh et Norman Riley Raine, a été vérifié par des historiens alliés et d'anciens officiers de renseignement pour s'assurer que chaque carte tac-tac, protocole radio et salut d'officier soit exact, vrai. Des scènes clés montrent Rommel en train d'étudier des ordres interceptés à la lueur d'une lanterne, son front plissé trahissant le dilemme moral de servir un régime qu'il méprisait en silence. Le directeur de la photographie, Harry Stradling Sr., alternait des plans larges délavés par le soleil de colonnes de chars avec des plans moyens serrés qui capturaient les changements subtils de Mason, passant de la détermination à l'introspection fatiguée, tandis que la musique minimaliste du compositeur Cyril G. Mockridge soulignait l'isolement de commandement. Malgré son budget modeste d'1 300 000 $, The Desert Fox a rapporté 2 200 000 $ au box-office et a obtenu une nomination aux Oscars pour la meilleure photographie. Les critiques ont salué son équilibre douloureusement magnifique entre action et étude de caractère. Notant que l'interprétation de Mason transcendait la propagande pour révéler un homme pris entre loyauté et morale, devoir. Son approche nuancée a ouvert la voie aux films de guerre modernes qui résistent à l'héroïsme simpliste, inspirant des classiques ultérieurs comme Patton et Un pont trop loin à explorer l'humanité derrière la légende militaire. Igers, House, Young Bess, 1953, l'épopée somptueuse de MGM sur les Tudors va au-delà de la simple intrigue de cour pour retracer l'adolescence turbulente d'Elizabeth Tudor avec une fidélité sans précédent. Les scénaristes John Meehan et Catherine Albert se sont fortement inspirés des romans célèbres Young Bess de Margaret Irwin et ont minutieusement étudié les lettres survivantes d'Élisabeth, dont beaucoup écrites de sa propre main, pour recréer les premières passions et l'éveil politique de la reine. Jen Simmons a consacré des semaines à des cours de coaching dialectal et de paléographie, apprenant à déchiffrer les écrits du XVIe siècle pour que ses récitations de la correspondance d'Élisabeth avec Lord Robert Dudley résonnent avec authenticité, intimité. Stuart Granger s'est également immergé dans le comportement de l'époque, en participant à des séances d'étiquette privées dirigées par des descendants de courtisans Tudors, veillant à ce que chaque révérence, poignée de main et pas de danse, reflète la hiérarchie rigide de la société élisabéthaine. Sur Studio 4, le directeur artistique Cedric Gibbons a reconstruit la grande salle et le jardin privé de Hampton Court jusqu'à la dernière balustrade sculptée et vitraux plomb, employant des artisans qui ont étudié les plans originaux Tudor au British Museum. L'équipe de vestiaire d'Irène Sharaf a filé plus de 3500 yards de soie et de brocart, produisant 120 robes sur mesure, chacune brodée à la main avec des motifs historiquement exacts comme des roses Tudor et de l'hermine. Technicolor. Le directeur de la photographie Robert J. Palanque baigna les chambres éclairées à la bougie dans des tons ambrés chauds, les contrastant avec les scènes froides de l'aube à la Tour de Londres, rehaussant ainsi les enjeux émotionnels du film. La partition orchestrale riche de Herbert Stothart tissa des ballades Tudor dans ses leitmotivs, soulignant le parcours d'Élisabeth de princesse protégée à résolu, monarque, monté par John D. Dunning. Le film équilibre des tableaux cérémoniels grandioses avec de subtils moments de caractère, sa première rencontre avec Dudley dans une cour ombragée, le regard volé qui parle, un volume. Avec un budget de 2 millions de $, Young Bess a amassé 4 700 000 $ dans le monde entier, obtenant 2 nominations aux Oscars pour les costumes et la direction artistique. Les critiques l'ont salué comme un portrait opulent qui ne sacrifie jamais l'intimité au profit du spectacle, et son mélange précis de savoir et de romance a établi la norme pour les biographies royales ultérieures telles que Anne des Mille Jours et Mary Stuart, reine d'Écosse. Ce soir, son héritage perdure comme un témoignage de la capacité d'Hollywood à transformer la recherche archivistique en un drame doré. Des laboratoires de l'Institut Pasteur au sable du désert d'Afrique du Nord, ces 13 trésors de l'âge d'or prouvent que l'ère classique de Hollywood mariait fidélité historique et style cinématographique. Quel film vous a surpris par son engagement envers les détails de la vie réelle? Partagez vos pensées dans les commentaires, abonnez-vous à Golden Age Classics, cliquez sur l'icône de cloche et partagez ce voyage avec d'autres cinéphiles. D'autres trésors intemporels vous attendent.
À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'or cinématographique oublié.